Lancez à la découverte d'un village, d'une histoire, d'un patrimoine. Votre émission Rendez-vous au Lavoir vous propose d'étonnantes rencontres avec des figures de Drôme et d'Ardèche. Bonsoir messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Lionel, je suis l'apiculteur. Je vais vous faire la visite de mon exploitation. Donc on va commencer par voir le matériel que utilise l'apiculteur, donc en l'occurrence moi. Après on va voir les différentes récoltes que l'apiculteur peut faire à partir d'une ruche. On verra une ruche vitrée, ce que les enfants je pense vont être émerveillés de voir. On finira par la partie d'extraction du miel et après enfin des saveurs, on va pouvoir goûter un bon miel. Donc en fait au quotidien j'utilise une tenue, je suis obligé de me protéger parce que forcément les abeilles piquent. Alors elles piquent pas parce qu'elles sont agressives, elles piquent parce que je vais aller déranger leur maison. Donc forcément il faut impérativement avoir une tenue. Alors généralement elles piquent le visage, les mains et les chevilles. Pour éviter qu'elles piquent et qu'elles s'énervent, j'utilise un enfumoir. Cet enfumoir permet justement de calmer les abeilles. Donc quand je vais ouvrir la ruche, je vais enfumer légèrement la ruche, ça va permettre de les calmer et je vais pouvoir travailler. J'utilise également un lève-cadre qui va me permettre de pouvoir manipuler les cadres et de pouvoir les enlever de la ruche. Donc ça c'est deux outils indispensables. J'utilise également, afin de ne pas écraser ma reine, un marque-reine, un stylo marque-reine. Donc je vais prélever le cadre où se trouve la reine. Et dès que je vais la voir, je vais la marquer d'un trait au-dessus de la tête. Pourquoi je réalise cette opération? Simplement pour éviter de l'écraser, car si j'écrase la reine, forcément je risque de perdre une ruche pour la saison de mielé. Le mielé, c'est récolter le miel. Après, je vais vous expliquer simplement ce que c'est une ruche. On va voir les différents éléments. Donc c'est assez simple. Une ruche pèse en moyenne, je dirais 35 kg en début de saison. Et en milieu de saison, on fait entre 50 et 60 kg. Donc 60 kg, je pratique la transhumance. Donc cette transhumance consiste en quoi? De transporter des ruches lors des floraisons de chaque fleur ou arbre d'un point A à un point B. Je pratique ça la nuit parce que les abeilles ne sortent pas la nuit. Par contre, une ruche en pleine saison, 60 kg, j'en transporte 50. Donc 50 fois 60, ça fait 3 tonnes à l'aller et 3 tonnes au retour. Donc si des gens dans l'assemblée font de la musculation, ils peuvent déchirer leur carte de musculation et la jeter à la poubelle. Je les invite cordialement à venir faire de la transhumance avec moi. Pourquoi? Parce que 6 tonnes une transhumance, 7 miels différents, 7 fois 6, 42, ça fait 42 tonnes déjà. Alors non, je suis quand même, voilà, je ne suis pas non plus taillé, hein, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc après je vais vous expliquer les différents éléments de la ruche. Donc j'utilise un plateau plastique, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. En début de printemps, on renouvelle les plateaux afin de pouvoir éliminer les maladies. Donc je prends des plateaux qui sont sales, je vais les tremper dans de l'eau javelisée, chauffée, et après je vais les nettoyer au Karcher, ça va aller super vite. Si j'utilise un plateau en bois, il va falloir que je gratte avec mon lève-cadre la propolis, toutes les saletés, et que je chauffe, donc je vais perdre un temps fou. Donc ça me sert à ça, je gagne du temps. Deuxième point important, nous avons dessous un tiroir, donc on voit que c'est grillagé. Les abeilles ont besoin d'avoir l'été un petit peu d'aération. Forcément, si on laisse fermer, elles vont avoir un peu plus chaud, donc elles vont ventiler un peu plus. Et nous avons un plateau tiroir. Ce plateau tiroir permet de traiter les abeilles. Parce que oui, nous sommes obligés de traiter les abeilles. La Chine nous a ramené ce qu'on appelle le varroa. Le varroa est un petit acarien microscopique, à l'image d'une tique, qui va se greffer sur le corps de l'abeille et qui va lui pomper le sang, en l'occurrence l'hémolymphe, et qui va épuiser l'abeille. Une abeille vit en moyenne 25 jours l'été et 3 à 4 mois l'hiver. Si le varroa est dessus l'été, elle ne va vivre que 15 jours. Comme une abeille a plusieurs étapes, plusieurs rôles à jouer dans sa vie sur ces 25 jours dans la ruche, si elle arrive en fin de vie à 15 jours et qu'elle doit aller être abeille butineuse, elle ne va pas pouvoir les récolter de nectar, donc les provisions vont s'écrouler dans la ruche, forcément les abeilles vont commencer à mourir et donc la ruche va mourir totalement. Donc il est important pour nous malheureusement de les traiter. Après nous avons ce qu'on appelle un corps de ruche en bois. Ce corps de ruche en bois est paraffiné. Alors pourquoi paraffiné? Parce que ça dure 15 ans. Au départ, j'ai commencé à peindre mes ruches
Je me disais, je vais me faire enrucher avec des ruches lavande, rose, ça sera sympa. Au bout de la 5e ruche, je me suis dit, bon, il en reste quand même 295. Je pense que je vais les paraffiner. Donc ça prend 5 minutes, on les trempe, on les enlève, parfait. Durée 15 ans, peinture, durée 5 ans. Dessus, on rajoute un nourrisseur qu'on utilise exclusivement au printemps, au début du printemps et au début de l'automne. Le nourrisseur a une fonction bien spécifique, c'est de nourrir les abeilles. Donc on dépose du sirop de glucose dedans. Les abeilles, par les trous qui sont là, vont remonter, vont arriver dans une phase qu'on appelle un abreuvoir et vont récolter le sucre et le redescendre dans la ruche. Donc spécifiquement au printemps et à l'automne pour bien les nourrir. Pourquoi au printemps? Parce qu'à la sortie de l'hiver, elles ont consommé déjà leur miel. Et à l'automne, il faut bien les booster pour qu'elles puissent passer l'hiver. On rajoute à ça un couvre-cadre pour une isolation thermique. Et on rajoute à ça le toit. Pourquoi une isolation thermique? Aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Parce que dans l'été, quand il fait 35 degrés dehors, ben, dans la ruche avec le toit, on peut faire cuire un œuf dessus. Hein. J'ai essayé, le blanc commence effectivement à blanchir. Bon, l'œuf ne va pas cuire totalement, mais il fait quand même chaud. Voilà. Après, nous avons un élément qu'on rajoute pour récolter le miel, c'est ce qu'on appelle une hausse. Cette hausse, on la positionne de cette manière sur la ruche. Et sur la ruche, en fait, on s'aperçoit par rapport à la ruche que c'est la moitié d'un corps de ruche. Donc c'est grâce à ça qu'on va récolter le miel. Donc quand on regarde la récolte de miel, voilà un cadre de miel qu'on peut récolter. Bon, forcément il est vide. Les abeilles vont remplir de miel. Une fois qu'elles ont décidé que les alvéoles étaient pleines, elles vont les operculer de cire pour les conserver. En fait, c'est comme un grenier à blé qu'on avait dans le temps. C'est un peu le même principe. Donc elles vont remplir tout ça. Une fois qu'elles auront rempli tout ça, on va dire entre 15 jours et 3 semaines, je vais récolter ces cadres-là et je vais les ramener à la miellerie afin de pouvoir les sortir et extraire le miel. On va passer donc aux différentes récoltes que l'on peut faire dans la ruche. Je vais juste faire un point, un zoom on va dire sur la gelée royale parce que c'est vraiment technique. Après je vous laisserai lire les différents panneaux. Je vous attendrai vers l'abeille butineuse où on pourra enfin voir des abeilles. Pas trop longtemps parce qu'effectivement là elles sont aussi un peu énervées. Et après, on finira donc la visite par la partie extraction du miel. Et enfin, je vous libérerai pour aller goûter quelques douceurs de miel. Je vais vous expliquer comment nous produisons de la gelée royale. En fait, on fait un... Alors, je vais essayer d'être simple, avec des mots simples et assez succincts. On prend une ruche sans abeilles, sans reine, pardon. Cette ruche sans reine, on va prélever des cadres avec des œufs de moins de 3 jours. Je vais mettre des œufs en verre comme monsieur, parce qu'il faut des œufs en verre. Je vais prendre un outil qui s'appelle un picking. Là-dessus, on appelle ça un porte-barrette avec des cupules. Et je vais prélever des larves de moins de 3 jours avec cet outil. Cet outil, une fois que je vais avoir prélevé la larve, sans la toucher avec un peu de gelée royale, je vais appuyer et faire tomber la larve au fond de la cupule. Une fois que j'ai réalisé, on appelle ça un greffage, je vais l'intégrer dans mon porte-barrette et ce porte-barrette, je vais l'intégrer dans la ruche qui n'a pas de reine. Cette ruche qui n'a pas de reine, les jeunes abeilles vont se jeter dessus et gaver de gelée royale. Alors, les abeilles ne récoltent pas la gelée royale dans la nature, c'est les jeunes abeilles qui la sécrètent grâce à leurs glandes. Donc il est bien évident que plus on va avoir de jeunes abeilles dans la ruche, plus elles vont sécréter de gelée royale et plus on a de chances d'en récolter beaucoup. Donc en fait, au bout de 3 jours et demi précisément, l'œuf s'est transformé en larve et cette larve va commencer à consommer la gelée royale. Si on laisse la cellule se développer, la larve va se transformer en nymphe et on n'aura quasiment plus de gelée royale, voire plus du tout. Et la reine va naître au bout de 19 jours, parce que c'est le même processus que pour élever une reine. Par contre, au bout de 3 jours et demi, on peut récolter un peu de gelée royale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ces barrettes, on va remettre des œufs qui vont pondre de nouvelles, voire naître de nouvelles abeilles, de jeunes abeilles qui vont resécréter de la gelée royale. Donc on va recommencer l'opération de greffage. On va ramener les barrettes ici. Quand on va arriver ici, on va enlever la cire avec un cutter. On va enlever la larve. Alors la larve, on peut la manger si on a envie, mais bon, pas trop, c'est plein de protéines. Et après, on va aspirer la gelée royale si ça a fonctionné. On va utiliser un petit aspirateur à gelée royale. J'ai d'ailleurs hâte de l'essayer parce qu'il est tout neuf. Avant, j'avais quelque chose de manuel avec une pompe. Là, il est automatique, donc je vais m'éclater. Et on va aspirer un demi-gramme de gelée royale par cupule. Voilà, donc l'année dernière, j'ai fait 2,8 kg.
Donc ça prend du temps et c'est pour ça que le produit est mis en avant, plus valorisé et un peu plus cher que du miel. Voilà. S'il n'y a pas de reine, elles vont élever une nouvelle reine. En fait, techniquement, au bout de 4 heures, elles se sentent orphelines. Donc comme elles se sentent orphelines, elles vont prendre un œuf de moins de 3 jours, celui qui est le plus frais, et elles vont gaver de gelée royale et étirer une morille pour faire, une morille, moi j'appelle une reine. Donc en fait, c'est lui qui l'a créé en fait. Oui, c'est les abeilles qui l'a créé. Alors, une reine vit en moyenne 7 ans. Bon, nous, les professionnels, on les garde que 2 ans. Mais une reine qui vit 7 ans, elle dirige ses abeilles avec des phéromones. Donc au bout de 7 ans, au bout de 5 ans, elle a moins de phéromones. Donc elle passe sur les cadres, elle diffuse ses phéromones, elle donne ses ordres, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. Si au bout de 5 ans, elle a moins de phéromones, forcément les abeilles, à un moment donné, elles vont dire mais on n'a plus de maman, on va en élever une autre. Et quand elles vont en élever une autre, maman va passer et dire oh, je suis encore là. Et les abeilles vont lui dire ouais, mais on ne te sent plus maintenant, donc tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et c'est ce qu'on appelle l'essaimage. C'est pour ça que dans la nature ou en ville, où on voit des fois des essaims, c'est ce qui s'est passé en fait. Et ce processus, ce produit, c'est un processus naturel. Donc on doit nous le freiner parce qu'on a besoin quand même de nos abeilles, parce que quand on perd 50%, c'est quand même assez énorme le temps que ça se reconstitue. Mais c'est un processus qui a permis aux abeilles, depuis des millions d'années, de pouvoir se développer. Donc il faut aussi le laisser, c'est important. Et vous, du coup, vous les laissez partir ou bien... Je les laisse partir. Alors ce qui est intéressant de ce processus d'essaimage, c'est que ça leur permet aussi de refaire un nouveau nid dans une structure où nous on les récupère, où il n'y a pas de maladie. C'est comme ça qu'elles ont pu franchir ces milliers d'années en fait. C'est ça, hein, ni plus ni moins. C'est pas l'homme qui a dit, qui est arrivé dans les années 60, ça y est c'est moi, je vais y arriver quoi. C'est pas ça. Voilà. On va essayer d'être assez bref là aussi sur la ruche d'exposition. Je vous demande juste de ne pas vous appuyer sur la table. Voilà, on ne s'appuie pas sur la table. Je vais ouvrir, je vais vous montrer juste les abeilles comme ça, parce que là, je serais incapable de vous montrer la reine. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les abeilles sont collées à la vitre et non sur le cadre. Et elles sont très excitées. Donc ce matin, on voyait bien la reine, elle était en train de pondre. Cet après-midi, on ne l'a pas vue une seule fois. Avec un peu de chance, on pourra la voir, mais ça sera assez rapide. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse lire les panneaux. Voilà. Voilà, donc là... Dans ce cadre-là, on va dire qu'il y a entre 5 et 600 abeilles. Dans une ruche en pleine production, on a 100 000 abeilles. Voilà, il faut pour pouvoir produire du miel à peu près 100 000 abeilles, des fois un peu moins, mais c'est mieux pour nous d'en avoir 100 000. Si on en a moins, si on n'en a que 50 000, on n'en produira pas. Voilà, ça c'est sûr et ça. Donc, quand on regarde un peu ce cadre, ce que j'expliquais tout à l'heure, le couvain des jeunes abeilles, le couvain des jeunes abeilles, c'est les choses marron que vous voyez qui sont fermées sous les abeilles. Donc ça, c'est des jeunes abeilles qui vont bientôt naître, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, on ne sait pas. Et donc ces jeunes abeilles, la première chose qu'elles vont faire, c'est sortir de leurs cellules, nettoyer leurs cellules et sécréter la gelée royale dans les œufs. La reine va passer, va pondre, et on va attaquer le processus. C'est exactement ce qui va se passer. Après, dans cette ruche, on a 3 types d'individus. Donc on a l'abeille, qui a plusieurs rôles pendant quelques jours d'être ouvrière, nettoyer les cellules, étirer la cire, elle est maçonne en fait. Après, en fin de vie, elle passe butineuse. On a le faux bourdon qui est le seul individu de la ruche, s'il est dans la ruche, qui peut passer de ruche en ruche. Son rôle, c'est de féconder la reine et de chauffer le couvain. Donc lui, il passe de ruche en ruche, pourquoi? Pour manger. Donc si l'été, on a pas mal de mâles et qu'il fait un coup de froid pendant 15 jours, les Amazones, parce que je les appelle mes Amazones, c'est la révolution, vont mettre les faux bourdons dehors et vont les tuer. Donc on peut retrouver des kilos et des kilos de faux bourdons à l'extérieur, c'est parce qu'il y a eu un coup de froid. Pourquoi? Parce que comme le faux bourdon, il consomme du miel, on dit oh, on a récolté, on s'est cassé quand même comme il faut, on a fait des milliers de kilomètres pour récolter le miel, donc maintenant il est à nous. Hein, donc voilà. Et après on a la reine. Donc en moyenne, une abeille vit 25 jours, parce que c'est 25 jours, hein. C'est peu 25 jours, hein. L'hiver un peu plus, 3-4 mois parce qu'elles bougent moins. Donc les abeilles se nourrissent à base de nectar et de pollen. Et la reine, elle, donc vit 7 ans parce qu'elle ne mange que de la gelée royale. Voilà, tout simplement. Donc la reine, son rôle à elle, c'est de pondre des œufs. Elle peut pondre jusqu'à 3000 œufs par jour en pleine période pendant un mois et demi. Après, il y a une coupure à l'automne. Et elle reprend sa ponte doucement à partir de janvier par 1000-1500 œufs par jour. Voilà, voilà. Bon, on va passer à la partie extraction. Je vous en prie, rentrez dans la cage là-bas. Alors, nous sommes ici à la partie d'extraction du miel. Alors, j'ai fait une cage pour éviter d'être envahi d'abeilles parce que quand on sort le miel, on a pu voir tout à l'heure avec les pots de miel, les abeilles sont attirées par le miel et viennent.
Donc pour éviter d'être envahi, comme j'ai pu l'être les autres années, d'abeilles et travailler en combinaison et d'avoir des abeilles de partout, j'ai fait cette cage. Ça fonctionne. 2-3 viennent, sentent qu'elles ne peuvent pas venir et elles repartent. Parce que si elles sentent qu'il y a du miel, elles vont goûter, elles vont rentrer à la ruche, elles vont dire voilà, il y a du miel là-bas chez l'apiculteur, on va tout lui prendre, et elles viennent par 100 000, et j'ai 100 000 abeilles dans la mairie. Donc j'ai récolté mes os, je vais avec cet appareil qu'on appelle un réfractomètre tester l'humidité du miel. L'humidité du miel, pourquoi? Parce que dans la ruche, le taux d'humidité est de 23-24%. Si je sors le miel, eh bien, le miel va fermenter. Donc va être impropre à votre consommation et vous allez être malade. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets des os dans la chambre de déshumidification qui se trouve derrière vous. Dans la chambre de déshumidification, il y a un appareil qui va enlever l'humidité du miel. Et au bout de 2 jours et demi, 3 jours ou 4 jours, suivant le taux d'humidité, je vais mettre une goutte de miel et je vais appuyer sur le bouton. Et le bouton il va me dire il y a 18%. Je vais sortir moi mon miel à 18%, en dessous de 18%. Certains apiculteurs le sortent à 20%, c'est un choix. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser cette machine. Donc, je vais prendre mon cadre de miel qui est operculé de cire. Donc, avant, je le faisais au couteau. Mais bon, au bout du 3 millième cadre, j'avais mal au bras. J'ai dit, je vais ressembler à Raphaël Nadal, je vais avoir un bras comme ça. Donc, j'ai décidé d'investir dans une machine qui va, par pression, faire descendre le cadre. Avec des lames vibrantes, va enlever la fine pellicule de cire. Et cette fine pellicule de cire va tomber dans une centrifugeuse. Le rôle de la centrifugeuse, c'est de sécher les opercules de cire. On va passer derrière, donc je vais faire mes cadres. Je vais en faire 24, je vous en prie. Je vais donc récupérer ce cadre qui est ici. Je vais le prendre et je vais le mettre dans ce qu'on appelle un extracteur. L'extracteur permet quoi? Permet effectivement de sortir le miel. Donc par force centrifuge, l'extracteur va tourner pendant 5 minutes dans un sens et 5 minutes dans l'autre sens. Une fois que je vais sortir mon cadre, il sera vidé de miel. Ce que je vais faire, je vais le remettre dans la hausse et je vais amener les hausses sur le rucher où j'ai récolté, ou sur un rucher proche, pour qu'elle me, comme on dit, qu'elle me lèche les cadres. Au bout d'un jour, je vais revenir, ces cadres-là, non, n'ont pas été passés au lave-vaisselle, ils ont bien été léchés par les abeilles, ils sont nickel. On voit bien, ils sont nickel, on peut regarder, il n'y a pas une goutte de miel. Donc déjà super. Une fois que j'ai fait ça, le miel donc s'écoule, donc je le fais en continu là forcément. Le miel s'écoule, va dans ce bac décanteur avec plusieurs niveaux pour enlever les premiers déchets de cire de bois, parce qu'on peut arracher. On va arriver à un niveau là-bas, la pompe va s'amorcer et va envoyer le miel dans le maturateur en face. Le maturateur en face, pardon. Le maturateur en face sert à quoi? Ben, forcément à faire reposer le miel. Le tuyau va arriver là, le miel va s'écouler. Donc quand il n'y avait pas de cage, forcément il y avait des abeilles de partout. Maintenant qu'il y a la cage, il n'y en aura plus. Le miel va commencer à être filtré une première fois. Il va être filtré une deuxième fois grâce à une toile très très fine. Donc c'est assez long, forcément. Donc d'où l'utilité d'avoir plusieurs maturateurs pour pouvoir écouler. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser s'écouler le miel et on va le laisser se reposer à peu près pendant 15 jours. Avant de partir à la partie conditionnement, on va récupérer les opercules de cire qui sont là et on va les mettre, dans la chaudière à cire. La chaudière à cire, en fait, techniquement, ça sert à quoi? Ça sert à fondre les opercules de cire et surtout de faire fondre les cires noires des cadres. Chaque année, je renouvelle à peu près un quart de mes cires. Pourquoi? Parce que les cires noires sont vecteurs de maladies. Voilà, donc pour éviter les maladies. Une fois que j'ai fait ça, je fais fondre ma cire, je la ramène chez le marchand. Le marchand me la regaufre et j'utilise mes propres cires. Je ne prends pas la cire des autres apiculteurs. Après, si j'ai besoin d'autres cires, j'achète de la cire bio parce qu'au moins elle est certifiée. Il n'y a pas de pesticides dessus, j'en suis sûr. Une fois que j'ai fini ces opérations-là, au bout de 15 jours, je vais prendre ma table de conditionnement, je vais me positionner, je vais mettre un petit tuyau. Moi, je travaille avec des seaux, c'est plus pratique. Il y en a qui travaillent avec des fûts. Je vais pomper donc mon miel. Les pots vont arriver à ce niveau-là, automatiquement avec cette table tournante. Ils vont se mettre dessous. Ils vont se remplir à 500 grammes. Je vais les prendre, les visser, mettre une étiquette et mettre en carton. Donc voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que vous avez quelques petites questions? Alors je vais vous inviter maintenant à passer à la dégustation. Mon ami Pascal va vous recevoir. Vous avez une petite fiche avec le descriptif du miel, les bienfaits du miel. Régalez-vous. Merci à vous. Au revoir. Généralement, si vous achetez un pot de miel, vous allez le manger, mais vous pouvez le garder 10 ans si vous voulez.
bien sûr, parce qu'un 4 de miel, parfois il n'est pas touché de 10 ans. Donc tant que vous ne mettez pas de l'eau dedans, il ne va pas fermenter. Là, il y a combien de kilos qui passent Alors ça c'est un maturateur de 200 kg, ça c'est un maturateur de 800 kg, ça c'est un maturateur de 600 kg. Ça c'est un de 80 kg. www.dromardèche.tv